Tu te réveilles au son de pas qui résonnent dans des couloirs de pierre, de plus en plus proches, plus pressés. Tes petites mains s'agrippent à une couverture de laine rêche qui sent le moisi et autre chose encore. L'abandon. Par une étroite lucarne, l'aube se lève sur Vienne en 1793. Mais aucun rayon ne parvient jusqu'à cette chambre oubliée au sommet d'une tour du palais des Habsbourg. Tu as 7 ans, bien que personne ne te l'ait dit. Personne ne t'a jamais rien dit, car nul ne parle à l'enfant qu'on a décidé de cacher. Ton nom, si quelqu'un s'en souvenait, était Ferdinand, et tu étais né dans la famille de l'empereur Léopold II. Mais les noms n'ont ici aucune importance, dans ce tombeau silencieux pour vivants, où le sang aristocratique ne vaut rien si l'esprit derrière les traits nobles ne fonctionne pas comme on l'attend. Ton attendante entre, ni infirmière, ni gouvernante. Une femme payée pour s'assurer que tu restes nourri et oublié. Elle évite ton regard, ses yeux en amande qui te marquent comme différent, comme fautif, comme une anomalie qui ne devrait pas exister dans une lignée prétendant au mandat divin. Elle pose un bol de bouillie déjà froide et se retire. Aucun mot, jamais aucun mot. Dehors, tes cousins apprennent le latin et la philosophie, s'exercent à la danse et à la diplomatie. Ici, des grains de poussière dansent dans un unique filet de lumière, et tu les regardes pendant des heures parce que c'est tout ce que tu as. Avant d'entrer dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, une brève note s'impose. Bien des épisodes reposent sur des correspondances privées, des archives fragmentaires, des témoignages tardifs, parfois sur des traces comptables plus éloquentes que les chroniques officielles. Les palais ont rayé des noms, brûlé des portraits, déplacé des tombes. Quand l'incertitude demeure, je la signale et je laisse aux faits ce qu'ils ont, des bords effacés. Dans les grands palais d'Europe, derrière les portes dorées et sous les plafonds peints de gloire céleste, vécurent des enfants dont l'existence menaçait tout ce que leur famille croyait sur le droit divin et la pureté du sang. C'étaient des fils et des filles nés avec ce que nous appelons aujourd'hui la trisomie 21, une variation génétique due à la présence d'un chromosome 21 supplémentaire, entraînant des traits physiques distinctifs, des déficiences intellectuelles et souvent des malformations cardiaques. Mais des siècles auparavant, bien avant que John Langdon Down ne décrive la condition en 1866, avant que quiconque ne comprenne les chromosomes ou la génétique, ces enfants étaient vus comme des malédictions, des hontes ou des châtiments divins pour des péchés inavoués. Les familles royales, qui fondaient toute leur légitimité sur l'idée d'une supériorité de lignée et de la faveur de Dieu, se trouvaient face à un dilemme impossible lorsque de tels enfants naissaient parmi elles. Une famille paysanne pouvait accepter l'enfant différent comme la volonté de Dieu, trouver des moyens de l'intégrer à la vie de la ferme où des tâches simples gardent une valeur. Mais la royauté, elle, exigeait la perfection. Chaque prince, chaque princesse comptait comme monnaie politique, contrat de mariage en devenir, symbole vivant de puissance dynastique. Un enfant incapable d'apprendre l'étiquette de cour, susceptible de baver durant un dîner d'État, incapable de maîtriser la danse complexe de la diplomatie internationale. Un tel enfant menaçait non seulement l'orgueil familial, mais la stabilité politique elle-même. Considérons le prince John du Royaume-Uni, plus jeune fils de George V et de la reine Mary. Né en 1905 à York Cottage sur le domaine de Sandringham, il vécut ses 4 premières années comme tout enfant royal. Photographié avec ses frères et sœurs en costume marin, présenté aux dignitaires de passage. Vers 4 ans, les crises commencèrent. Avec l'épilepsie apparurent des signes que les médecins notaient à voix basse. Des difficultés d'apprentissage, des traits que les photographies de l'époque laissent lire comme compatibles avec une trisomie 21, bien que cela n'ait jamais été officiellement confirmé. Dès 1909, John disparut entièrement de la vie publique. Sa grand-mère, la reine Alexandra, écrivit dans son journal ses visites au pauvre petit Johnny à Wood Farm, une ferme du domaine où il avait été relégué avec sa dévouée nourrice, Charlotte Lala Bill. Alexandra y décrivait un enfant vivant dans son propre monde, trouvant la joie dans les choses simples, ramasser des glands, observer les jardiniers, rire à des jeux que lui seul comprenait. On découragea ses frères et sœurs de le visiter. Ses parents maintinrent la distance, le regardant à travers le prisme du devoir plus que de l'affection. Quand John mourut en 1919, à 13 ans, après une crise sévère,
La reine Mary écrivit à une amie que sa mort était un relief pour l'enfant, et peut-être une plus grande miséricorde pour cette pauvre petite âme. Ces mots, relief, miséricorde, traversent des siècles de correspondance royale. Ils révèlent une vision où la différence équivalait à la souffrance, où l'incapacité à remplir un devoir dynastique ôtait à une vie sa valeur. Pourtant, entre les lignes polissées, affleure parfois l'humanité. Lala conserva chaque dessin, chaque photographie, chaque petit trésor. Pensionnée discrètement après la mort du garçon, elle emporta avec elle la mémoire d'un enfant qui aimait la musique et les animaux, des souvenirs en décalage radical avec le récit officiel de la tragédie et du soulagement. Remontons plus loin, en France, vers 1640, quand des chuchotements coururent à Fontainebleau. Un enfant serait né à Louis XIII et à Anne d'Autriche, un enfant venu avant celui qui deviendrait le roi Soleil. Les registres de cour, soigneusement aseptisés, ne mentionnent qu'un nourrisson faible, qui n'aurait pas survécu. Mais des lettres privées entre médecins royaux, retrouvées des siècles plus tard dans les archives secrètes du Vatican, décrivent des traits que nous reconnaissons. L'arête nasale aplatie, un pli palmaire unique, la langue proéminente. Ce prince sans nom vécut exactement 43 jours. On interrogea sa nourrice, qui jura l'avoir bien alimenté, n'avoir rien fait de mal. Bien sûr, elle n'avait rien fait de mal. L'enfant souffrait probablement d'une malformation cardiaque, fréquente chez les bébés trisomiques. Dans un monde où la mort infantile exigeait un coupable et où le sang royal était censé être plus fort que le sang commun, il fallait blâmer quelqu'un. Au palais, on murmurait à propos des prières spéciales commandées par Anne d'Autriche, de ses pèlerinages vers des sanctuaires pour chercher pourquoi Dieu avait marqué son enfant. Les uns y virent la punition des péchés du roi, d'autres blâmèrent le sang espagnol de la reine, d'autres encore invoquèrent des alignements d'astres au moment de la conception. Personne n'osa dire l'évidence. Parfois, la nature varie. Cet enfant n'était ni punition ni malédiction, il était simplement différent. Une pensée qui ne devait surgir que bien plus tard. En Russie, la dynastie Romanov affronta ses propres hontes cachées. Si l'histoire a retenu l'hémophilie du tsarévitch Alexis, peu savent qu'une fille cadette du grand-duc Vladimir Alexandrovitch, née en 1882, ne figure dans aucune généalogie officielle. Elle n'apparaît au mieux que sous « fille morte en bas âge ». Pourtant, les registres de paix du palais Alexandre indiquent des rémunérations continues pour un noyau de domestiques affecté à la nurserie de l'aile Est pendant 16 ans après cette naissance, bien au-delà de ce qu'exigerait un deuil d'enfant. Des lettres entre dames d'honneur décrivent une fille qui n'apprit jamais à parler correctement, qui à 14 ans jouait encore avec des poupées de tout petit, qu'il fallait surveiller sans cesse de peur qu'elle ne s'égare, en chemise de nuit, dans les jardins glacés, riant aux flocons. Quand la Révolution éclata en 1917, cette grande duchesse oubliée s'effaça tout simplement du récit. Les soldats révolutionnaires l'ont-ils trouvée dans cette nurserie de l'aile Est, femme-enfant incapable de comprendre les cris? Un serviteur l'a-t-il soustraite et menée vers un village reculé, où une simple d'esprit aimant les poupées pourrait vivre sans remous? Où la famille, dans sa fuite, prit-elle une décision calculée sur qui pouvait et qui ne pouvait pas être sauvé? On ne le saura jamais. La Révolution gomme volontiers les vérités embarrassantes avec les régimes qui les ont produites. En Espagne, la lignée des Habsbourg, déjà célèbre pour ses mariages consanguins, donna le jour à de nombreux enfants souffrant de divers handicaps. Charles II, El Hechizado, est abondamment documenté. Mâchoire si prognate qu'il mâchait à peine, retard de parole jusqu'à 4 ans. Mais Charles eut des frères et cousins qui ne parurent jamais sur les portraits officiels, ne reçurent ni nom ni titre. Des médecins de cour, utilisant un latin crypté censé leur survivre, consignèrent des naissances d'enfants aux traits mongols, terminologie qui ne deviendrait médicale que 2 siècles plus tard, et notèrent l'accroissement de ces cas à mesure que se multipliaient les mariages entre cousins et unions oncle-nièce, ces tentatives désespérées de conserver un sang pur. En 1693, Diego Mateo Zapata décrivit l'examen d'une princesse dont le nom avait littéralement été gratté du registre. Il nota sa petite taille, ses difficultés à avaler, des retards profonds, mais aussi autre chose. Une affection extraordinaire, le besoin d'embrasser quiconque s'approchait, une joie pure à la musique et à la danse, même sans rythme.
Zapata fut finalement brûlé par l'Inquisition pour avoir suggéré que ses enfants n'étaient peut-être pas maudits, mais des exemples de la variété mystérieuse voulue par Dieu. Ces notes, cachées dans un double fond de traité, ne furent exhumées qu'en 1954. Dans l'Empire ottoman, les règles différaient, mais les tragédies se ressemblaient. Le sultan Mehmed III, qui régna de 1595 à 1603, aurait eu un fils présentant des traits distinctifs et des retards. Les lois de succession étaient impitoyables, les princes luttaient à mort et tout signe de faiblesse condamné sans appel. Ce prince sans nom ne mourut pas au berceau, comme l'affirment certains récits. Il fut conduit au CAF, la cage, prison luxueuse du palais de Topkapi, où l'on gardait les héritiers potentiels en isolement. Des registres d'eunuques signalent pendant 23 ans l'acheminement de nourriture et de fournitures vers une chambre précise du CAF après la date supposée de son décès. Un mémoire de garde, rédigé des décennies plus tard, raconte qu'au moment du chaos de succession à la mort d'Ahmed Ier en 1617, on ouvrit chaque porte de la cage. Derrière l'une, on trouva un homme au cœur d'enfant, entouré de milliers de fragments de verre colorés disposés en motifs complexes sur le sol. Il avait passé 2 décennies à créer une œuvre que personne ne verrait, fredonnant des airs que nul n'entendrait, menant une vie que personne n'admettrait. Que lui arriva-t-il après cette découverte? Les traces s'interrompent. Le silence retombe. Un autre fantôme dans les murs du palais. En Bavière, les Wittelsbach laissèrent davantage de traces de leurs enfants cachés, peut-être parce que le roi fou, Louis II, rendit l'excentricité presque à la mode. Sa cousine, la princesse Alexandra, née en 1826, fut tenue au palais de Nymphenburg, dans ce que les domestiques appelaient l'aile du silence. Les biographies officielles affirment qu'elle mourut à 3 ans, mais les comptes du domaine attestent de dépenses pour son entretien jusqu'en 1851. Le journal d'une gouvernante, donné en 1923 à la Bibliothèque d'État de Bavière, décrit l'enseignement patient d'une femme de 25 ans. S'habiller seule, tenir une cuillère, reconnaître des lettres, sans jamais former les mots. Avec une tendresse inattendue, la gouvernante raconte l'amour d'Alexandra pour ses canaris, l'infinie attention avec laquelle elle écoutait leurs chants, parfaitement heureuse dans un monde qui n'exigeait d'elle rien d'autre qu'exister. Cette relative douceur avait son prix. Alexandra pouvait vivre, mais pas être vue. Elle pouvait exister, mais pas comme princesse. À sa mort, on la déposa discrètement dans une section anonyme de la crypte royale. Pas de cérémonie, pas d'annonce. Comme si 25 années pouvaient s'effacer d'un simple déni. Au Portugal, la maison de Bragance affronta sa crise en 1734, quand l'infante Maria Francisca naquit à la cour de Jean V. On manda aussitôt un peintre pour son portrait officiel, un usage immuable. Mais l'œuvre ne fut jamais achevée. Jean Ranc quitta brusquement le pays, commission impayée, esquisse brûlée. Des années plus tard, à Madrid, mourant, il confessa à un prêtre l'existence d'une princesse dont les traits ne pouvaient, disait-il, être peints d'une manière qui satisferait le roi. Comment peindre l'innocence même quand l'innocence n'est pas ce que le pouvoir exige? Maria Francisca vécut jusqu'à 11 ans, cachée au couvent de Santo Novo, à Lisbonne. Les religieuses laissèrent la trace d'une enfant qui aimait aider, plier les nappes d'autel, nourrir les poules du couvent, chanter aux offices sans jamais apprendre les paroles. Quand la fièvre l'emporta en 1745, les sœurs demandèrent à l'inhumer chez elles plutôt que de renvoyer le corps à la famille royale. On accepta sur le champ, presque avec empressement. Sa pierre porte « Enfant de Dieu ». Aucun nom, aucune date, aucun lien avec un trône auquel elle n'aurait jamais succédé. Au Danemark, la famille royale adopta une autre stratégie avec le prince Gustave, né en 1803 de Frédéric VI. Plutôt que de le cacher entièrement, on bâtit une fiction élaborée. Gustave souffrait, disait-on, d'une maladie nerveuse, nécessitant des voyages constants. En réalité, on le déplaçait d'une résidence isolée à une autre, sans qu'il restât jamais assez longtemps pour que la population remarque ces différences. Ses précepteurs, en vérité des gardiens, remettaient de faux rapports d'études, tout en lui enseignant des gestes de la vie courante. Les lettres de l'un d'eux, Hans Eriksson, conservées aux archives royales, témoignent d'une affection sincère et d'un regard neuf. Mémoire parfaite des visages, étonnante aptitude à prévoir les changements de temps, singulier don pour déceler le mensonge.
Peut-être, écrivait Erickson, mesurons-nous l'intelligence trop étroitement. Le prince comprend ce que j'ignore, voit des motifs que je ne perçois pas. Où est le déficit, en lui ou en nous qui ne savons entrer dans son monde? Cette audace trouva peu d'écho à la cour. Gustave mourut à 31 ans, officiellement d'une pneumonie, plus probablement d'une atteinte cardiaque fréquente dans la trisomie. On annonça son décès en Italie, au cours d'un traitement. Son corps rentra de nuit, inhumé avant l'aube. Toute une existence compressée en une seule ligne de généalogie. En Suède, la jeune dynastie Bernadotte aurait pu réagir avec plus de modernité. Mais quand naquit en 1852 un prince Charles avec un handicap évident, on suivit le manuel des dynasties plus anciennes. Les registres officiels le déclarent mort à 3 mois. Officieusement, des témoignages de domestiques, des factures de médecins et des réquisitions de vivres suggèrent qu'il vécut au moins jusqu'à 9 ans au palais de Tullgarn, à une 50aine de kilomètres de Stockholm. Le fils d'un jardinier, dans ses mémoires, se souvient d'un étrange garçon dans les jardins, muet mais riant sans cesse, n'ayant peur de rien ni de personne, fasciné des heures par une colonie de fourmis. Ce garçon n'apparaissait que lorsque la famille royale était absente et disparaissait quelques jours avant leur retour. Comme un fantôme, écrit-il, mais le plus heureux des fantômes. Dans l'Empire austro-hongrois, la malédiction de la consanguinité Habsbourg produisit de nombreux enfants handicapés. Le frère de l'empereur François-Joseph, l'archiduc Charles-Louis, eut en 1868 un fils aussitôt déclaré mort-né. Le journal d'une sage-femme, retrouvé pendant la Seconde Guerre mondiale dans la fuite de ses descendants, raconte une autre histoire. L'enfant avait vécu avec des traits qui firent reculer l'empereur lui-même. On l'arracha à sa mère dans les heures suivant la naissance, on lui annonça sa mort. La sage-femme, grassement payée et menacée de mort en cas d'indiscrétion, garda le secret. Des années plus tard, appelée dans un monastère près de Vienne pour soigner un malade, elle reconnut l'enfant aussitôt. Les moines, rémunérés pour élever un orphelin, ignoraient sa véritable identité. Ils l'appelaient Félix, heureux, parce que, malgré ses limites, il rayonnait. 12 ans durant, il vécut au rythme des cloches, rendant de petits services, chéri des frères, qui voyaient dans son innocence une sorte de sainteté. Il mourut de scarlatine en 1880, et tout le monastère porta le deuil. L'abbé consigna « Notre Félix est retourné à Dieu, qui, à coup sûr, l'aimait mieux que le monde. » Ces enfants cachés existèrent dans chaque maison d'Europe, et leurs histoires suivent des courbes tristement semblables. Naissance, constat de la différence, dissimulation, effacement. De temps à autre, une fêlure laisse paraître la tendresse. En Prusse, le prince Waldemar, né en 1889 de la sœur de Guillaume II, fut tenu à l'écart comme les autres. Mais sa nourrice, Emma Müller, utilisa ses gages pour payer chaque année, le jour de l'anniversaire du garçon, un portrait par un artiste local. 17 au total, montrant l'enfant devenir homme, ses traits distinctifs peints avec dignité. Après sa mort en 1906, Emma tenta d'offrir ses portraits à la mère. On les refusa, puis on les brûla sous ses yeux. Les dernières preuves de l'existence de Waldemar partirent en cendres. Emma passa le reste de sa vie à écrire aux journaux pour raconter son histoire. Aucun ne publia. On retrouva ses lettres après sa mort. Elle dessine le portrait d'un jeune homme passionné de train, capable d'identifier chaque oiseau à son chant, qui mémorisait des pièces d'orchestre entières après une écoute. Il n'était pas moindre que, écrivait-elle, il était autre que, et pour Dieu, l'altérité n'est pas une faute. En Italie, la maison de Savoie adopta une voie médiane. Lorsque naquit la princesse Giovanna en 1879, on ne la relégua pas entièrement. Elle apparaissait lors d'événements publics très contrôlés, toujours de loin, toujours brièvement. Le public apprit qu'elle était fragile et ne pouvait endurer de longues cérémonies. En réalité, on la préparait des semaines durant. Apprendre à saluer, sourire, tenir immobile le temps compté avant d'être emportée. Derrière les murs, Giovanna vécut une existence plus pleine que beaucoup d'autres princes et princesses dans son cas. Des précepteurs misant sur ses forces, mémoire musicale prodigieuse, apprentissage par répétition, compréhension instinctive des animaux. Une petite maisonnée lui parlant en personne, pas en problème. À sa mort, à 33 ans, les funérailles furent privées, mais dignes.
Le roi Umberto Ier, son oncle, aurait dit « Elle a vécu comme Dieu l'avait faite, et c'était suffisant ». La Belgique, sous Léopold II, dont la brutalité au Congo est tristement célèbre, ne montra pas plus de clémence envers sa propre fille handicapée, née en 1864. Les mémoires de la princesse Stéphanie, publiées après la mort du roi, évoquent une sœur dont on ne parlait pas, dont la chambre fut, dit-on, murée. Des serviteurs de l'époque, interrogés dans les années 1920, racontèrent avoir entendu pendant des années une voix d'enfant derrière ce mur, chantant des comptines, appelant une mère qui ne venait pas. L'une d'elles, Marie Delacroix, risqua sa place pour glisser de la nourriture et des jouets par une fente. Elle reçut en retour des dessins, grossiers et colorés, de visages au sourire immense, de soleil et peut-être des tentatives d'écrire « Maman ». Marie conserva un de ses dessins, une feuille couverte d'empreintes de mains à la peinture de baie, chaque main entourée d'un cœur soigneusement tracé. En Roumanie, monarchie récente, 1866, la règle de la honte royale fut vite apprise. Quand naquit en 1893 le fils du prince héritier Carol, avec des handicaps évidents, on le déclara mort en quelques heures. Mais la reine Élisabeth, poétesse et mystique écrivant sous le nom de Carmen Silva, ne put se résoudre à cet effacement. Dans ses journaux codés, elle évoque l'enfant ange, rappelé au ciel, trop pur pour la terre. Métaphore transparente pour désigner l'endroit où l'enfant vivait réellement. Un monastère orthodoxe nota, la même période, d'importantes donations d'un mystérieux mécène pour un enfant spécial de Dieu. Instructions précises. On lui ferait entendre de la musique, on lui donnerait de quoi dessiner, on ne le frapperait jamais, on lui parlerait avec douceur. Les dons durèrent 7 ans, puis cessèrent. La chronique du monastère note la même année la mort du petit protégé, emporté par une fièvre doucement, comme il avait vécu. Même au XXe siècle, à mesure que la compréhension médicale progressait, les familles royales reconduisirent le vieux schéma. Chez les Grecs, ballotté entre exil et restauration, un médecin écrivit dans ses mémoires qu'il avait examiné, dans les années 1920, une princesse adolescente officieusement inexistante. Née avec une trisomie 21 et cachée dès sa naissance, déclarée morte à ses parents, elle avait été soustraite par un serviteur fidèle et élevée en secret. On ne sollicita le médecin que lorsque la jeune fille eut une pneumonie. Il la soigna et fut stupéfait de la réaction. Loin de se réjouir que leur enfant vécût, des membres de la famille lui offrirent une fortune pour résoudre le problème, définitivement. Il refusa, s'enfuit et passa des décennies à se demander ce qu'était devenue cette jeune fille qui lui avait serré la main en le répétant « gentil, monsieur », le seul groupe de mots qu'elle connaissait. Aux Pays-Bas, on chuchota des générations durant au sujet d'un enfant perdu de la reine Wilhelmine. Les registres officiels ne mentionnent qu'une fille, Juliana, mais d'anciens domestiques des années 1890 évoquent une seconde grossesse, une naissance sans annonce, un enfant ayant vécu brièvement au palais avant de disparaître. Plus tard, en Frise, une famille de fermiers raconta l'histoire de leur fille touchée, laissée chez eux dès le berceau par des bienfaiteurs anonymes qui payaient mais ne visitaient jamais. La jeune femme, morte en 1934, ressemblait étrangement aux traits de la famille royale. Remarque qu'on n'osait pas formuler à haute voix. La Norvège, monarchie indépendante depuis 1905, connut sa propre épreuve quand, en 1912, naquit la princesse Ragnhild, fille du futur Olaf V. Officiellement, elle vécut 3 jours. Officieusement, 8 ans, dans un établissement spécialisé en Suisse. Une noble norvégienne, voilée, venait chaque mois. Les archives de l'institution, saisies par les nazis en 1940, puis retrouvées, décrivent une enfant, aux traits mongoloïdes, affectueuse envers tous et heureuse des plaisirs simples. Sa mort, attribuée à la grippe en 1920, fut plus probablement liée à une complication cardiaque de sa condition. Des motifs reviennent, inlassablement. Honte, peur, dissimulation, effacement. Un sang royal, jugé pas assez royal. Un droit divin, miné par la réalité biologique. Et pourtant, entre démentis officiels et archives détruites, l'humanité s'invite. Des domestiques risquent tout pour un geste de bonté. Des nourrices conservent des dessins, des photos,
des moines et des religieuses discernent une sainteté là où d'autres ne voient que la honte. Parfois, même des parents royaux, malgré la pression, trouvent des moyens de procurer à leur enfant caché un peu de soin et de douceur. Prenons la princesse Alexandrina de Prusse, née en 1915 du Kronprinz Guillaume. Contrairement aux générations précédentes, ses parents ne prétendirent pas qu'elle était morte. Ils la placèrent dans une institution spécialisée où l'on adapta l'enseignement à ses capacités. Elle apprit à lire des textes simples, à écrire son nom, à jouer du piano, mal, mais avec enthousiasme. Quand les nazis prirent le pouvoir et lancèrent leur programme d'euthanasie visant les personnes handicapées, la famille dut choisir. Les indices suggèrent qu'on la transféra discrètement en Suisse sous un nom d'emprunt où elle vécut jusqu'en 1980, survivant à l'empire où elle était née. La Seconde Guerre mondiale marqua un tournant, sans être toujours un progrès. Les meurtres systématiques perpétrés par les nazis contre les personnes handicapées, dont des enfants trisomiques, choquèrent même des familles royales qui, depuis des siècles, cachèrent les leurs. Certaines reconnurent leur part de responsabilité dans les attitudes qui avaient rendu un tel crime pensable. D'autres se contentèrent d'être plus prudentes. Dans un monde où l'État pouvait tuer ses enfants, mieux valait la honte privée que la connaissance publique. Après la guerre, l'Europe se reconstruisit et les attitudes évoluèrent lentement. Lorsque naquit en 1957 le prince Jean de Luxembourg, atteint de trisomie 21, sa famille prit une décision révolutionnaire. Elle reconnut son existence. Pas pleinement, pas fièrement, mais elle l'admit. On dit qu'il vivait dans un établissement spécialisé, qu'il était le fils et le frère de la famille grand-ducale. Une fissure dans des siècles de déni absolu. Dans les années 1960 et 1970, les progrès médicaux permirent à ces enfants de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il devint plus difficile d'affirmer qu'ils mouraient fatalement en bas âge. Certaines familles royales soutinrent discrètement des organisations d'aide, rarement en expliquant pourquoi elles s'y intéressaient. D'autres perpétuèrent l'ancien schéma avec l'efficacité moderne. Établissements privés dans des lieux discrets, fidéicommis achetant le silence, dossiers médicaux aspirés dans des archives inaccessibles. La monarchie espagnole contemporaine brisa franchement le moule en 1973 en reconnaissant publiquement qu'un neveu du futur roi Juan Carlos était né avec une trisomie 21. L'enfant apparut sur des photos de famille, assista à certains événements, fut décrit avec affection plutôt qu'avec honte. C'était révolutionnaire. Et cela montrait en creux combien récemment encore on refusait ces simples gestes de reconnaissance. Aujourd'hui, nous savons que la trisomie 21 est une variation génétique touchant environ une naissance sur 700, dans toutes les populations, toutes les classes sociales, toutes les lignées. Nous savons que ces personnes peuvent mener des vies pleines, sentir la même gamme d'émotions que tout un chacun, et que leur handicap intellectuel ne diminue en rien leur humanité. Nous le savons désormais, mais des siècles durant, des familles fondant leur pouvoir sur la supériorité supposée de leur sang ne pouvaient pas le savoir. Les familles royales actuelles naviguent un monde différent. Les mouvements pour les droits des personnes handicapées ont changé les consciences. Pourtant, quand des rumeurs évoquent un enfant royal différent, les services de presse invoquent la vie privée. Le soutien existe, des soins sont assurés, mais l'intégration pleine dans la vie royale demeure rare. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et la pression demeure pour que les enfants royaux paraissent, au moins, parfaits. Des historiens voient dans ces enfants cachés l'un des plus grands échecs moraux de la monarchie, la négation systématique de l'humanité de ses membres les plus vulnérables. D'autres rappellent que les souverains furent aussi des produits de leur temps, suivant des conventions médicales et sociales qui qualifiaient ces enfants d'idiots mongoloïdes et recommandaient l'internement. Les deux perspectives contiennent part de vrai. Les familles royales n'ont pas inventé les préjugés, mais leur position leur impose une responsabilité particulière dans leur perpétuation. En cherchant ces récits, on tombe sur une archive de l'absence. Dossiers détruits, noms grattés, portraits repeints, tombes anonymes ou déplacées. Pour chaque cas documenté, combien d'autres n'ont laissé aucune trace? Combien d'enfants royaux trisomiques vécurent-ils entiers, connus de 5 serviteurs jurés au secret? Combien sont morts en se croyant orphelins, ignorant que, quelque part dans un palais, leurs parents continuaient à produire des héritiers conformes? Et peut-être l'élément le plus tragique n'est-il pas le secret lui-même, mais ce qu'il a coûté à tous,
Des parents qui auraient pu aimer ont appris à voir leur enfant comme une honte. Des frères et sœurs qui auraient pu développer empathie et compréhension ont grandi confortés dans l'illusion d'une supériorité génétique. Des enfants qui auraient pu s'épanouir avec un soutien adéquat ont vécu des vies diminuées, dans l'ombre. La médecine moderne a fourni des outils que n'avaient pas ces figures du passé. Les tests prénataux peuvent détecter la trisomie avant la naissance, ouvrant d'autres choix, complexes eux aussi. Certaines familles royales ont sans doute interrompu des grossesses après diagnostic, ajoutant une strate à cette histoire de l'absence. D'autres ont mené les grossesses à terme et élevé des enfants handicapés, rarement sous les projecteurs. Le dernier cas confirmé d'un enfant royal européen trisomique entièrement caché daterait des années 1960, même si des rumeurs plus récentes évoquent des gestions d'une extrême discrétion. Les lois sur la vie privée et l'éthique médicale rendent ces histoires difficiles à suivre, et c'est peut-être mieux ainsi. Ces enfants méritent la protection, mais pas l'effacement. À quoi ressemblerait l'histoire si ces enfants avaient été reconnus? Si le prince John s'était tenu aux côtés de son frère Édouard VIII pendant la crise de l'abdication? Si les Habsbourg d'Espagne avaient admis que leur lignée pure produisait autant de variations que n'importe quelle famille paysanne? Si, quelque part dans ces siècles de déni, une dynastie avait dit « Voici notre enfant, différent mais chéri, et nous ne le cacherons pas ». Nous ne pouvons réécrire l'histoire. Nous ne pouvons rendre leur nom au registre gratté, ni marquer des tombes perdues. Mais nous pouvons reconnaître qu'ils ont existé, que leur vie avait de la valeur au-delà de leur incapacité à hériter d'un trône ou à sceller une alliance. Ils furent des enfants qui rirent et pleurèrent, qui ressentirent l'amour et la solitude, qui expérimentèrent le monde autrement que leurs frères et sœurs normaux. Certains trouvèrent des moments de joie, la grande duchesse anonyme de Russie ordonnant ses éclats de verre, Gustave prédisant le temps, Félix irradiant le monastère. D'autres, sans doute, vécurent des années d'isolement et de négligence, ne comprenant que ceci, qu'ils étaient, d'une manière indéfinissable, de travers, honteux, moins qu'humains aux yeux de ceux qui auraient dû les protéger. Leur histoire nous oblige à regarder en face ce que la société fait de la différence, comment les structures de pouvoir imposent des définitions étroites de la valeur, comment la honte se transmet, génération après génération, comme un héritage tordu. Dans le traitement des enfants handicapés, les familles royales ont tendu un miroir à nos pires réflexes, le désir d'éliminer l'altérité, de cacher l'imperfection, de prétendre que la variation humaine est une anomalie plutôt que la règle. Les monarchies actuelles évoluent dans un autre paysage où le mouvement pour les droits des personnes handicapées a déplacé le regard, où l'inclusion est une valeur proclamée, sinon toujours réalisée. Mais les fantômes de ces enfants restent dans les couloirs et les cryptes, rappelant que privilèges et pouvoir ne garantissent pas la compassion. Le sang bleu peut être aussi froid que n'importe quel autre. Reviens un instant dans la tour des Habsbourg, à l'enfant qui regarde la poussière danser au matin. Son nom était peut-être Ferdinand, Franz, Maria, ou l'un des dizaines que nous ne saurons jamais. Il vécut et mourut sous une honte qui n'était pas la sienne. Victime d'un univers mental incapable d'accueillir la différence, aveugle à la beauté de la variation, ignorant que le véritable déficit ne résidait pas dans un chromosome supplémentaire, mais dans la compassion manquante de sa famille. Les pas de l'attendante s'éloignent, l'enfant retourne à ses jeux de lumière et d'ombre sur les murs anciens, sans savoir que, partout en Europe, des centaines partagent son sort. Un sang royal, jugé pas assez royal. Un mandat divin, réfuté par la réalité humaine. Il fredonne un air que nul d'autre n'entendra, dispose des objets selon des motifs qui n'ont de sens que pour lui, et attend le bol de bouillie de demain, la visite silencieuse de demain, les quelques minutes de lumière filtrée d'une chambre que le monde préfère ne pas voir. Au bout du compte, ces princes et princesses oubliés nous parlent moins de la trisomie 21 que du pouvoir lui-même, de la manière dont il se corrompt par la peur autant que par l'ambition, par la honte autant que par la cruauté. Il rappelle que chaque société fabrique ses zones d'ombre, ses innommables, ses disparus. On ne mesure pas une civilisation à ses palais, ni à ses joyaux, mais à la manière dont elle traite celles et ceux qui n'entrent pas dans les cases, ne jouent pas la partie, se tiennent au-delà des bornes du différentiel acceptable.
Quelque part en Europe, dans des tombes anonymes et des recoins de cryptes, reposent les os de princes et de princesses dont l'unique crime fut d'être nés différents. Leurs noms effacés, leurs visages détruits, leur existence niée. Et pourtant, ils ont vécu. Ils ont respiré, ri, pleuré, puis disparu. Pleinement humains, malgré tous les efforts pour prétendre l'inverse. Dans leur silence, ils disent tout de ce qui arrive quand la lignée compte plus que la vie, quand l'apparence l'emporte sur le réel, quand la peur de l'imperfection devient plus monstrueuse que n'importe quel défaut imaginé. Tu es encore dans cette chambre de tour, et les siècles se replient dans un instant d'abandon. Mais désormais, tu sais que tu n'es pas seul. À travers le temps et l'espace, dans des palais, des couvents, des institutions, d'autres partagent ton destin. L'histoire oubliera ton nom. Mais tu as existé, tu as compté. Et dans cette lumière d'aube qui filtre à travers la pierre et les siècles, c'est suffisant. Cela doit suffire, parce que c'est tout ce qui reste lorsque le pouvoir choisit la honte plutôt que l'amour, l'absence plutôt que la présence, l'oubli plutôt que le dur travail de se souvenir.